Bonjour, rebonjour peut-être pour certains. Nous y sommes, épisode 2 de One Piece Netflix que je viens de regarder. Bah écoutez, la critique générale ne change absolument pas, toujours aussi bon, sauf que cet épisode prend beaucoup plus de liberté que l'épisode 1, là où l'épisode 1 est très très fidèle au manga. L'épisode 2, waouh, c'est une autre histoire, c'est la même histoire, mais c'est une autre mise en scène, c'est une nouvelle histoire qu'on nous raconte. Très bueno, c'est aussi pour ça que j'aime bien regarder les adaptations. Parce que c'est adapté et les scénaristes trouvent des nouvelles idées. Alors des fois, quand ils trouvent des nouvelles idées, ça peut aller à l'encontre du matériau de base et niquer un petit peu tout ce que nous on connaît dans l'histoire qui arrive après et tout. Mais là, ça se sent que ils savent avec quoi ils jouent actuellement, ils savent ce qu'ils ont entre les mains, ils savent ce qu'ils ont le droit de faire, ils savent ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. De toute façon, on sait que Eiichiro Oda était derrière pour superviser le truc, mais ils se sont pris des libertés qui ont été validées et qui, je trouve, sont très très intéressantes. Parce que maintenant que je vois cet épisode, j'essaie d'imaginer juste ce que je connais du manga. Ça aurait été cool, mais tout simple. Là, c'est plus grandiose, il y a plus d'idées de mise en scène avec on va en parler dans le chapiteau du cirque et tout ça. En tout cas, c'est un épisode où on a beaucoup plus de flashbacks de l'enfance de Luffy avec Shanks. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je rouvre ma parenthèse. Oui, effectivement, là on a toute l'histoire de Luffy enfant, Shanks, le bateau, le monstre. On en reparlera juste après, mais oui, c'est très 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 bien. Je reviens aussi sur un truc que j'ai dit dans ma première critique. Je parlais de Nami, que dans l'animé, le manga, on la voyait à Arlong Park. Non, Nami, on la voit carrément avec Baggy et tout ça. Je m'étais un petit peu mélangé les pinceaux. Oups, excusez-moi. Y a une critique qui me revient encore une fois, et là c'est vous qui allez me dire si y a que moi qui me fait cette idée-là, ou alors c'est juste que je pense trop de trucs. Une critique dans le sens où quelque chose n'est pas assez bien expliqué selon moi. Le fait que quand tu as mangé un fruit du démon, donc le fait que quand tu as un pouvoir, l'eau de mer te pénalise, t'immobilise, te fait couler, tu es vulnérable à l'eau de mer. C'est dit au tout début. D'ailleurs, c'est pas Shanks qui l'explique à Luffy quand il est enfant, c'est la serveuse dont j'ai oublié le prénom. Et c'est sous-entendu à un moment donné quand Baggy a enfermé Luffy dans la cage et que de l'eau lui coule dessus, il lui dit bouge pas, c'est de l'eau de mer. Mais il dit juste ça. J'ai l'impression que c'est pas assez appuyé. Bon bref. D'ailleurs j'étais très étonné puisque quand la cage se brise, Luffy 3 minutes après, bon, il a quand même un moment où il est sur le pilier et il reprend son souffle, ok. Mais Baggy s'est fait toucher par l'eau. Et après il a son pouvoir. Mais j'ai bien aimé. Alors c'est ça que j'ai bien aimé, mais qui est compréhensible que par ceux qui connaissent le manga. L'eau a coulé, Baggy s'est fait toucher et il y a cette fameuse scène où Baggy il rampe vers la carte et Luffy il rampe vers son chapeau. Et du coup je suis sûr que quelqu'un qui connaît pas le manga va se dire mais pourquoi Baggy il rampe, il est pas fatigué, il s'est pas noyé, rien. Et en fait si, parce qu'il se fait toucher par l'eau. Je trouvais que c'était super, c'était bien, ce n'est pas un oubli. Donc bravo. On va reprendre l'épisode dans son cours du début à la fin. Luffy, toujours aussi drôle, toujours aussi l'éclat, toujours autant en décalage. Luffy n'a rien à voir dans ce monde, c'est fou. C'est un monde très terre à terre, pour l'instant bien sûr. Tout le monde est sérieux, surtout avec Zoro et Nami à côté. Et Luffy c'est la déconnade, mais c'est le décalage complet. J'étais très surpris du moment où ils ont été attaqués par les pirates de Baggy. Pas du fait qu'ils étaient attaqués, parce que la réinterprétation de l'histoire c'est ok. Surpris du moment où Luffy il se met la carte dans la gorge comme ça. Je savais même pas que Luffy avait ce pouvoir là du coup, et je savais pas qu'il en était capable, donc j'étais assez impressionné. Et j'ai adoré que l'écran titre arrive à l'écran avec écrit One Piece, mais avec l'emblème et les couleurs de Baggy. J'espère qu'ils vont faire ça à chaque épisode, du coup ce serait trop bien que dans chaque épisode tu rencontres pas forcément un pirate exceptionnel, mais ouais, je trouve ça très 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 cool, ça m'a fait rire, j'étais en mode yes, let's go, j'ai applaudi. Donc ils se sont fait capturer par les pirates de Baggy, ils sont enfermés dans une petite cage en bois. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est un easter egg, est-ce que c'est un clin d'œil, je pense, parce que sinon ça n'a pas de sens. Dans la cabane en bois, à un moment donné, Nami a dit à Luffy ouais, t'es juste un pirate de pacotille avec un chapeau tout moche. Et là, donc Luffy lui répond et la caméra est en contre-plongée et elle filme un peu le haut de la boîte. Et sur une des planches de la boîte, il y a
il y a le tatouage de Nami. Mais le tatouage pas le tatouage qu'elle a au début du manga, le tatouage qu'elle se refait elle-même plus tard. Tu sais, l'espèce d'hélice. Et il était là. Il était en gros, je voyais que ça sur l'écran, je me suis dit... alors ça c'est un easter egg, je me suis dit, ah tiens, c'est étonnant. Donc pour une fois, j'ai capté quelque chose. Un épisode, pour mon plus grand plaisir, et quand je vois le résultat, mais ça en valait tellement la peine, un épisode entièrement centré sur Baggy le clown. Sa mise en place dans l'épisode 1 était formidable. L'épisode lui fait tellement honneur. L'esthétique du cirque, les jongleurs, les cracheurs de feu, tout ça, on se dit, tu vois dans les premières images on se dit mais c'est un peu grotesque, ils sont prisonniers mais il y a des gens qui font un spectacle, et puis il y a un public, et puis là, tu vois le public qui rigole mais qui rigole pas bien, et puis ils sont attachés au pied, et ça j'ai trouvé ça génial, le public séquestré, c'est la ville qu'il y avait autour qui a été détruite, qui est séquestrée, c'est excellent. C'est excellent comme idée, c'est excellent comme mise en scène, et ça reflète un petit peu la folie de Baggy et de son équipage qui le suit. D'ailleurs, Baggy, en VF, pour celles et ceux qui regardent que la VO, il a la voix de Malcolm. Ça lui va terriblement bien, la voix de Malcolm joue très bien le personnage de Baggy, et c'est juste que putain, j'ai entendu ça, je sais, mais Malcolm. En plus c'est marrant parce que du coup Hermep juste avant il a la voix de Donald Renew, mais c'est la voix de Reese du coup, donc voilà, c'était le petit truc drôle. J'ai beaucoup aimé Baggy qui parle à l'autre, il lui dit il est où le lion qui danse, parce que c'est vrai que dans le manga il y a un énorme lion et tout, et sous-entendu on n'avait pas le budget pour faire un lion géant, on n'avait pas les effets spéciaux pour faire ça m'a fait rire, mais c'est des petites phrases. Quelqu'un qui connaît pas One Piece, il se dit juste il est où le lion, c'est marrant, et ceux qui connaissent déjà l'histoire ils se disent ah putain ils l'ont pas oublié, ok ils ont pas pu le faire mais ils y ont pensé et tout, c'est génial. Baggy est génial dans sa gestuelle, dans sa voix, dans ses paroles, dans sa folie, c'est le Joker de l'univers de One Piece, et en plus il est beaucoup plus sombre et approfondi je trouve dans son caractère, sa personnalité, mais aussi sa réflexion. Il est dans une espèce de folie que je ne ressens pas du tout dans le manga et l'animé. Dans le manga et l'animé, Baggy c'est un personnage qui se donne l'air très menaçant, méchant, et au fur et à mesure de l'aventure de One Piece, tu verras qu'il essaiera toujours de rendre ça de manière esthétique, c'est-à-dire qu'il va se laisser pousser les cheveux très longs, tu vois, d'abord il aura une grosse queue de cheval et après les cheveux très très longs, et par son pouvoir de la fragmentation, il va attraper un côté d'un drap, l'autre côté d'un drap, donc il va donner l'impression qu'il a un corps très très grand et tout, pour donner l'impression de grandeur, de supériorité, mais dans le fond Baggy c'est un pirate tout moisi, c'est un perdant, c'est un nul, il fait rien, il arrive à rien, il a quand même de la chance, mais et là il y a ça. Et il y a aussi il y a le côté psychologique de Baggy où il parle qui dit que c'est que eux ce sont des monstres, que c'est des reclus de la société, que son ancien équipage, parce qu'à un moment donné il parle avec Luffy de Shanks, qui étaient évidemment, j'en dis pas trop, mais ils étaient dans le même équipage et que Shanks l'a abandonné. Et donc ça fait encore une fois écho à ce qu'on sait, nous lecteurs de One Piece, on sait ce qui se passe après, donc on connaît l'histoire de Baggy et Shanks, c'est génial. Et mais là là tu sens vraiment que là il a le passif, il a un passif Baggy, mais il a un passif qui est accroché et qui le bouffe, de l'intérieur depuis des années, parce que Baggy, quand tu sais d'où il vient, quand tu connais son histoire, il a une histoire de dingue Baggy, et il se retrouve là sur Est Blue, non c'est bien amené, c'est parfaitement correct pour ceux qui connaissent pas la suite de l'histoire, et c'est impeccable pour quiconque connaît l'histoire de Baggy. Mais par contre j'ai juste peur que sa folie empiète trop sur sa personnalité qu'il a dans le manga, à savoir faire croire aux autres qu'il est trop fort, trop imposant, trop grand, et que dans le fond c'est juste un peu heureux. J'ai pas ressenti ce moment, quoique après au début du manga je sais pas si on le ressent non plus, mais il y a quand même ces moments où Baggy il est en mode oh putain mais comment c'est possible que tout le monde me croit, putain j'ai trop peur, qu'est-ce que je dois faire et tout, voilà. Mais je crois pas qu'au début de l'histoire de One Piece Oda lui avait déjà donné cette personnalité, je crois qu'elle arrive un petit peu plus tard. Et évidemment ça a fait mouche, les blagues sur son nez, c'était génial, surtout quand lui-même il dit les doigts dans le... il se retient de dire le mot nez, c'est très drôle, vraiment c'est très drôle. Encore une fois j'ai regardé que la VF, ça passe.
Tellement bien. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe hein, dans l'histoire. Il n'y a pas les espèces de... Je sais plus comment ça s'appelle, les baggy balls, son canon là qui explose tout et qui sous-entendu a explosé la ville, comme on l'a vu. On n'a pas vu l'histoire dans la ville, on n'a pas vu l'histoire du chien, le petit chien avec le comment c'est, la supérette de son maître qui n'est jamais revenu. Ah, là, ça déchire le cœur cette histoire. Et Nami, du coup, quand elle s'enfuit du cirque et qu'elle tombe sur la ville... Ça peut paraître bizarre de se dire mais vas-y, cours, enfuis-toi, pourquoi tu restes scotché par la vue de la ville détruite et tout. Encore une fois, quand tu connais l'histoire de Nami, ce qu'elle a vécu plus jeune et tout ça, tu te dis ok. Et puis surtout que ils font un arrêt, pas un arrêt, mais genre ils montrent bien que quand elle voit ça, Nami, elle pense à un truc en particulier. C'est vraiment bien amené, c'est vraiment bien fait pour ceux qui connaissent pas et pour ceux qui connaissent déjà l'histoire. C'est bien fait pour les deux clans. Donc j'ai adoré le parti pris de torturer Luffy, de l'étirer comme ça, d'en faire un événement de foire, que Baggy s'amuse avec lui, tout ça on l'a pas dans le manga. Luffy il est juste dans une cage, mais est menacé juste par un canon. Mais c'est ça une adaptation. C'est ça une adaptation. Rendre hommage à l'œuvre de base, tout faire pour essayer de l'améliorer, même si ça sera jamais mieux, mais essayer de se mettre au même niveau avec les moyens qu'on a. L'animé et le manga, c'est un moyen qui permet des pures folies d'imagination. Là, une adaptation en prise de vue réelle, c'est beaucoup plus compliqué, donc faut adapter. Et je trouve que là, pour l'instant, épisode 2, mais quartier libre, carte blanche même. Allez-y, foncez. Si vous avez que des idées comme ça, c'est vraiment l'univers, le lore de One Piece qui est bien utilisé. Non mais c'est excellent. Les scènes de combat, très très bonnes, toujours pas de choses qui me choquent dans les effets spéciaux. Le pouvoir de la fragmentation de Baggy est excellent. Luffy qui le décapite. J'aurais tellement aimé ne pas connaître One Piece juste pour vivre cette scène et me dire what the fuck, il lui a pété la tête et tout, et la tête qui se retourne, mais quoi, comment, pourquoi. Très 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 stylé, très très fort. Bien que j'ai trouvé que le combat était à peine un peu éclipsé, genre c'était un peu trop facile de lui mettre tous les morceaux de son corps dans des coffres et tout, et à la fin il devient tout petit. Parce que dans le manga c'est aussi simple, il ligote les trucs entre eux, donc après le combat allait pas s'éterniser, mais non vraiment toutes les parties avec Baggy, mais il y a tout qui marche, les effets spéciaux marchent, les personnages marchent, les relations entre les personnages marchent. J'ai vraiment adoré le début où Baggy, hop, il a plus de main et la main elle est derrière Luffy, elle casse une bombe, oh, et paf, oh, mais c'est trop bien, c'est excellent, 20 sur 20, de bonnes idées, de réalisation, c'est beaucoup trop bien. Et après l'épisode, il partage aussi beaucoup de flashbacks de Luffy quand il était jeune avec Shanks du coup. Et il y a aussi un côté, toute une partie sur la marine. Mais oui, le passage de Shanks où il se bat. Ah, il se bat. Oui, tout l'équipage se bat. Très, très stylé l'équipage. Putain, Yasop. Oh, Yasop. Le meilleur Yasop. Putain, il va pour viser, puis il tire sur le pilier, que ça rebondit. Mais Yasop, le sniper, il vient de l'île des snipers, Yasop, faut le savoir. Et alors Shanks, il y a des fois, j'ai l'impression que l'acteur n'est pas briefé sur ce qu'il joue en fait. Je me suis fait cette réflexion dans l'épisode 1, quand Luffy a mangé le fruit, la réaction sur le visage de Shanks, c'est pas la réaction à laquelle je m'attendais, sachant ce qu'est censé savoir Shanks. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça a été pareil. Il tient en joue quelqu'un avec sa main, comme ça, il simule un pistolet. La personne lui fonce dessus, il réagit pas. Son collègue derrière lui tire dessus. Donc c'était préparé, c'était joué. Et quand il se retourne, Shanks, pour regarder le gars derrière lui, mais on voit son visage, il est en mode oh mec, tu sors d'où, trop fort. Donc des fois l'acteur, je suis un peu étonné de ses mimiques de visage. J'ai l'impression qu'il a pas été bien briefé sur ce qu'il est censé montrer, ou alors c'est ce qui a été demandé, je sais pas. Après il y a eu la scène avec la barque, avec le monstre de l'océan. Là aussi, Luffy qui tombe dans l'eau, est-ce que c'est assez bien compréhensible que parce que Luffy a mangé un fruit, il coule? Clin d'œil par rapport à son t-shirt que c'est une encre, donc une encre qui coule, ça c'est génial. Mais ça c'est déjà dans le manga de base. Shanks le récupère, pas dans l'eau, dans une barque, bien vu, parce que sinon Shanks, je sais pas comment t'aurais fait pour nager avec les pieds et tenir Luffy d'une main et avoir une autre main.
Donc, la scène, the scène iconique où Shanks utilise son haki pour faire disparaître le monstre, là où ceux qui n'y connaissent rien vont se dire quoi, il a le pouvoir de parler aux animaux ou des trucs comme ça. Donc vraiment, je me dis, j'aurais bien aimé ne pas connaître One Piece pour savoir exactement ce qui se passe. Ouais, écoute, cette scène-là, plus la scène qui vient après, donc la fameuse scène où Shanks donne son chapeau à Luffy, là, Shanks paraît plus Shanks. Je sais pas comment te le dire, mais là j'y crois plus. Est-ce que c'est parce qu'on a foutu une cape à l'acteur? Je sais pas, mais j'y crois beaucoup plus. Là il y a plus l'aura de Shanks. Le Shanks en mode responsabilité et en mode pari sur l'avenir. Je sais ce que je fais, je donne ce chapeau à cet enfant, je sais pourquoi je fais ça. Là je l'ai ressenti. Là j'ai ressenti le ah. Il y a un sous-entendu, il y a un truc à... Ok. Là j'y crois plus. De toute façon, à partir de maintenant, Shanks on le reverra plus. Donc c'était ces derniers instants avant un très long moment. Normalement de toute la saison on le reverra pas. Enfin, à moins que je me trompe, mais normalement non, on le revoit pas. Et quoique normalement il y a la scène avec Mihawk. Mais je sais plus quand est-ce que c'est, si c'est... Je crois que c'est pendant Alabasta, hein. Bon bref, c'est une autre histoire. Et voilà. Et après on voit un petit peu de la marine. On voit un petit peu de la marine, j'ai beaucoup aimé... Alors, on revoit beaucoup Kobe, moi j'avais pas souvenir qu'on voyait autant Kobe, mais j'aime bien cette idée de à travers les yeux de Kobe, voir la marine, et donc... parce que la marine est importante dans l'univers de One Piece, et dans cette adaptation en prise de vue réelle, ça va donner beaucoup cette image de confrontation pirate-marine, et indirectement, Luffy versus Garp, parce que Garp est de plus en plus présenté comme... l'antagoniste actuel de la série, représentant la justice et donc l'inverse des pirates. Et j'aime beaucoup le fait que Garp soit autant mis en avant dès le début, c'est énorme. Je le vois pas encore assez rire, tu vois, comme je le connais, Garp en mode il s'en bat les couilles de tout, tu vois. Mais ok, mais le perso, l'acteur est formidable visuellement, physiquement il est trop fort. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il fait un discours aux troupes qui est très important à un moment donné, je me souviens pas de voir ce discours-là dans le manga. Il explique que les pirates, ça sert à rien de les attraper, de confisquer leur butin, de détruire leurs bateaux ou même de les tuer. Il dit le plus important, c'est de briser leurs rêves. Et ça, c'est ultra important dans l'univers de One Piece parce que c'est la philosophie de Luffy. Luffy n'a jamais tué personne dans toute son histoire, il ne tue pas, il détruit les rêves. C'est encore pire que tuer. Détruire, t'as vu Luffy, l'importance qu'il apporte au rêve de Kobe d'entrer dans la marine, et il aide au rêve de Zoro de devenir le plus grand épéiste, au rêve de Nami qu'on connaîtra plus tard, et puis encore les autres personnages, et puis son propre rêve à lui, devenir le roi des pirates, potentiellement rendre son chapeau à Shanks, et peut-être encore d'autres rêves qu'on ne connaît pas pour l'instant dans la série, tu vois. Et vraiment, toute la philosophie de Luffy est basée sur les rêves, et pour tuer son adversaire, il ne le tuera jamais de ses propres mains, il ne lui enlèvera pas la vie, il lui enlèvera son rêve. Et là, Garp, là, vraiment, il a clairement expliqué. Et c'est drôle de voir que les deux sont exactement sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'ils ont plus de liens que ça? Je sais pas, mais c'est plutôt pas mal. Non, c'est très bien amené. Vraiment, ce deuxième épisode me confirme que la production sait très bien ce qu'elle fait. Ils savent ce qu'ils ont entre les mains et ils sont en train d'en faire un truc sublime. C'est impeccable. Voilà, j'étais en train de regarder mes notes, j'avais écrit que j'étais surpris que Bogart soit autant mis en avant. C'est intéressant, je trouve. Il y a eu des explications sur Grand Line, ce que je reprochais dans l'épisode 1. Nami développe le concept de donc la planète sur laquelle ils sont, avec les 4 océans, avec cette barrière, ce continent là qui est Red Line, et ce courant qui est Grand Line. C'est expliqué. J'ai peur que ce soit encore un peu flou pour vraiment des gens qui connaissent pas. Mais de toute façon, même moi, j'ai lu le manga, j'avais lu l'animé, j'avais regardé l'animé. Il m'a fallu beaucoup de temps pour bien comprendre le concept de la planète dans laquelle se passe le One Piece en fait. Tu vois, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le concept de hop, il y a Red Line comme ça, ok, il y a ça comme ça. Ah, mais là, il y a une croix, donc ils peuvent passer là, mais ils sortent que dans Red Line. Et quand t'es dans Red Line, tu peux pas sortir des deux côtés. Et ça,
Ça manque encore un peu d'explication ou de... visuellement peut-être merde, j'arrive pas à parler de représentation pour se l'imaginer. Merci à Nami, la future navigatrice qui nous l'explique, ou pas d'ailleurs, puisque Nami est apparemment infiltrée, est apparemment une infiltrée sur le bateau de Monkey D. Luffy. L'épisode s'arrête sur ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Et je vais découvrir ça de ce pas. J'y retourne tout de suite. Je vais regarder l'épisode 3. Allez, j'espère que vous vous éclatez autant que moi à regarder One Piece sur Netflix. Pour l'instant, si jamais il y en a, mais par le plus grand des hasards parmi vous qui n'ont jamais vu ou lu le manga ni l'animé, et que vous découvrez pour la première fois l'univers de One Piece avec ça, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis. De néophytes, de nouveaux explorateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est cool? Ça donne envie de vous intéresser à la suite? Dites-moi tout, je vous laisse là. Allez, on se retrouve pour la review de l'épisode 3 qui sera certainement demain. Au revoir.